Une question très fréquente en médecine générale, c'est quels sont les signes qui peuvent me laisser penser que je suis enceinte? Ça va être aussi une question qu'on peut se poser quand j'ai par exemple un projet de grossesse et que j'ai envie de guetter les signes qui pourraient être évocateurs. Donc j'ai constaté que premièrement, c'est un sujet qui vous intéresse et deuxièmement, je suis actuellement enceinte de mon 3e enfant. Donc j'ai été à la place des patientes que je suis. La question qui va suivre naturellement, c'est du coup, à partir de quand est-ce que je peux faire un test de grossesse? Donc on voit ça ensemble tout de suite. La première chose qu'on peut dire, c'est que ces signes diffèrent d'une patiente à l'autre et ne sont pas toujours présents. On a par exemple tous entendu parler des dénis de grossesse. Donc voilà, ça va être des signes qui vont être quand même bien très fréquents, mais qui ne vont pas forcément toujours être là. Il y a des gens qui ne vont pas du tout en avoir, par exemple. Pour bien comprendre ces symptômes, j'ai l'habitude de commencer par un tout petit peu de physiologie. Comme ça va nous permettre de bien comprendre pourquoi on a ces symptômes. J'avais fait la même chose pour la vidéo comment booster sa fertilité, que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Si on prend l'exemple d'un cycle qui va durer 28 jours, donc encore une fois, ça peut être plus court, ça peut être plus long, mais si on prend l'exemple d'un cycle de 28 jours, on va avoir une ovulation qui va arriver environ autour du 14e jour. Dans le cadre d'une grossesse, on va avoir un ovocyte qui va être fécondé. L'ovocyte fécondé va donner un œuf qui va commencer à se diviser et qui va migrer vers la muqueuse qu'on appelle l'endomètre. C'est le tissu qui va tapisser le fond de l'utérus. Et l'œuf va s'implanter dans l'endomètre, c'est ce qu'on appelle la nidation. Et là, on va assister à une augmentation de la sécrétion en hormones, notamment d'une hormone qui s'appelle l'HCG, et qu'on va pouvoir détecter à partir du 9e jour après la fécondation. Cette hormone va augmenter progressivement tout au long du 1er trimestre pour atteindre un pic environ vers le 3e mois. Et puis en fait, le taux de l'HCG va diminuer progressivement ensuite. On va avoir une autre hormone dont le taux va augmenter progressivement tout au long de la grossesse, qui s'appelle la progestérone. Ces deux hormones vont être responsables de pas mal de symptômes qu'on va constater au début d'une grossesse. On y revient par la suite. Et donc on peut commencer le parallèle entre sécrétion hormonale et symptômes. Donc on a vu que quelques jours après la fécondation, on va avoir la nidation. Et donc au cours de cette nidation, on va avoir des femmes qui vont constater des douleurs, des crampes pelviennes. Et on a aussi certaines qui vont constater des saignements très très légers. Alors là, il y a un gros warning à faire. Si vous constatez un saignement et que vous pensez être enceinte, il faut prendre rapidement un avis médical de principe. Après, un autre signe clinique qui va être très très classique, ça va être la tension mammaire ou alors l'augmentation mammaire. On va aussi pouvoir avoir des veines qui vont être un peu plus en relief, un peu plus visibles. Et il y a des femmes qui vont constater que ça fait mal sur les côtés quand ils rapprochent les bras le long du corps par exemple. On va aussi pouvoir constater par la suite un symptôme très fréquent de début de grossesse, l'asthénie ou ce qu'on appelle la fatigue qui est anormale, qui est une fatigue pathologique, une fatigue inhabituelle. On dit encore une fois merci à la progestérone. Et en fait, la progestérone, elle peut induire un effet de somnolence qu'on retrouve et qui peut être responsable de cet état de fatigue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent pour le coup et qui va même faire partie du bilan de fatigue. Une femme qui va consulter pour une asthénie, donc une fatigue qui l'interpelle, une fatigue inhabituelle, on va prescrire un bilan souvent pour cette asthénie et le dosage de l'HCG va faire partie de ce bilan et c'est un mode de découverte classique de grossesse en consultation. Et là on peut assister au fameux retard de règles. Pour le coup là c'est un symptôme qui est quand même assez évocateur, surtout si les cycles sont réguliers, pas de pathologie particulière associée. Moi personnellement pour ma première grossesse c'est comme ça que je l'ai su, assez classique, j'avais pas eu de symptômes particuliers et puis c'est comme ça que j'ai fait un test et que j'ai su. Alors que pour la 3e, voilà, c'était surtout la fatigue extrême qui m'a interpellée et qui m'a amenée à faire un test. Donc voilà, on peut avoir ces différents cas de figure là qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Donc voilà, on a déjà un certain nombre de symptômes qui peuvent être très évocateurs et qui peuvent mettre la puce à l'oreille aux patientes et qui peuvent les amener à réaliser un test.
Mais on peut aussi avoir, suite encore une fois aux modifications hormonales, des modifications de l'humeur ou alors des pleurs inexpliquées. Alors pour mon expérience personnelle, ça a beaucoup fait rire mes filles, mais en termes de pleurs inexpliquées, elles étaient en train de regarder un dessin animé le thème du dessin animé, c'était typiquement axé humour. Hein. Et puis il y a un moment, il y a Lucas qui est super gentil avec son petit frère, qui limite, qui protège son petit frère. Et là, bam, rivière de larmes. Qui du coup, c'est un épisode qui a beaucoup fait rire mes filles. Donc voilà, des pleurs, soit inexpliquées, soit un peu disproportionnées par rapport à la situation. Un autre symptôme qu'on peut constater de façon très précoce, c'est les envies fréquentes d'uriner. J'avais gardé en tête que c'était plutôt au fur et à mesure de la grossesse, mais là, ça m'a concerné vraiment très tôt et tout de suite. Il peut y avoir 3 raisons à ça. La première, c'est que pour favoriser le développement de bébé, on va avoir une augmentation de l'afflux sanguin dans la région pelvienne. Et ça va augmenter la sensibilité de la vessie. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle on peut avoir plus souvent envie d'uriner. Une autre raison, c'est qu'il va y avoir une augmentation du volume sanguin global. Et du coup, ça fait plus de travail pour les reins, plus de travail pour la vessie. Donc ça, c'est une deuxième raison. Et la troisième raison, c'est la plus intuitive, entre guillemets, ça va être vraiment le facteur mécanique. On a un utérus qui commence à grossir et qui appuie plus sur la vessie. Et donc, pareil, ça va augmenter le nombre de mictions. Alors, un autre symptôme assez évocateur auquel on pense assez souvent dans l'imaginaire collectif, ça va être les nausées et les vomissements. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, ces symptômes vont survenir un tout petit peu en décalage. Souvent, on est tranquille pendant le premier mois de grossesse et ça va commencer à apparaître à partir du 2e mois. Ça va être des symptômes qui vont être assez corrélés à la sécrétion de l'hormone dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'HCG, et qui va augmenter progressivement, qui va atteindre un plateau à 2 mois pleins, et qui va redescendre au cours du 3e mois. Et donc en parallèle de ça, on va avoir les nausées, les vomissements, qui chez la plupart des femmes vont donc s'arrêter quand il y aura cette fameuse décroissance de l'HCG. Après, malheureusement, chez certaines femmes, ça peut durer beaucoup plus longtemps, voire toute la grossesse. Et ce qui va aussi être constaté, c'est que chez les femmes qui vont avoir des très hauts taux d'HCG, comme dans le cas des grossesses gémellaires par exemple, on peut assister à ce qu'on appelle une hyperémèse gravidique, ça veut dire des nausées et des vomissements qui vont être exacerbés, qui vont être très importants. Normalement, c'est surtout le temps du premier trimestre, mais bon, tout est possible, ça peut aussi durer plus longtemps, et là, c'est particulièrement difficile pour ces patientes. Chez certaines femmes, et là, pour le coup, ça peut être beaucoup plus tôt, elles peuvent ressentir ce qu'on va appeler un RGO, donc c'est un reflux gastro-œsophagien, c'est des remontées acides, grosso modo, et là, le responsable, ça va être la progestérone. Alors, le rôle de la progestérone, ça va être une hormone qui va être produite pour entraîner un relâchement global musculaire. Ça va permettre de favoriser l'anidation et puis le fait que l'utérus, que les muscles de l'utérus soient moins tendus, ça va favoriser le fait qu'ils grossissent plus facilement. Mais du coup, ça a aussi une action sur les muscles de l'estomac qui vont avoir plus de difficultés à retenir le liquide qui est censé rester dans l'estomac. Et là, c'est là où peut survenir ces remontées acides. Alors parallèlement, on peut aussi constater des dégoûts alimentaires ou alors des envies, au contraire, alimentaires. On peut avoir aussi la même chose au niveau des odeurs, ne plus supporter certaines odeurs qu'on n'avait aucun problème à supporter avant la grossesse. Autre symptôme qu'on peut constater chez certaines femmes, ça va être une hyperpigmentation de la peau. Que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau des mamelons, que ce soit au niveau du nombril ou alors de l'abdomen. Au niveau du visage, c'est ce qu'on va appeler le fameux masque de grossesse ou mélasma. Et là, le message qui va être important, c'est vraiment de bien protéger sa peau du soleil parce que cette hyperpigmentation peut parfois persister chez certaines femmes bien après la grossesse. Alors là, ça va être vraiment très important de bien se protéger du soleil pour éviter ça. Ensuite, autre signe, pour le coup, classique et logique, ça va être l'apparition du baby bump. Donc,
Ça, c'est une question qui est souvent posée. Quand est-ce que mon ventre va sortir? Eh bien là encore, ça dépend de plein de choses. Ça dépend des femmes. Ça dépend de la parité. Ça veut dire si c'est un premier, deuxième, troisième bébé. Ça dépend de l'activité physique antérieure. Ça va dépendre aussi du nombre de fœtus, hein, s'il y en a plusieurs, s'il n'y en a qu'un seul. Ça peut dépendre aussi s'il y a des symptômes digestifs qui vont être associés, comme de l'aérophagie par exemple. Et donc, ce ventre va sortir, ça peut être dès 1 mois de grossesse, ça peut aller jusqu'à 4 mois de grossesse, parfois 5. Chez les patientes dont c'est le premier bébé, qui sont très très sportives par exemple, moi pour ma part, c'est un peu le contraire. Il est arrivé extrêmement vite, à 1 mois de grossesse, ça se voyait déjà. Bon, après, rien de surprenant, c'est mon 3e bébé. Mais voilà, surtout c'était l'été. J'essayais de vous trouver des photos. Mais voilà, moi ça s'est vu extrêmement rapidement. 1 mois de grossesse, bim, ça y est, bébé. 1 mois de grossesse, bim, le ventre était sorti. Et donc la question qui va suivre, c'est quand est-ce que je peux faire un test de grossesse? La réponse classique à cette question, s'il y a eu un rapport, c'est de conseiller de le faire environ 3 semaines après le rapport si on veut une bonne sensibilité pour ce test. Après, en fait, si on est impatiente, on peut le faire beaucoup plus tôt. Et si surtout on a bien compris que ça n'a de valeur que positive. Ça veut dire, en gros, si c'est positif, c'est vraisemblablement positif. Mais si c'est négatif, ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif. C'est peut-être qu'il est encore trop tôt. On va reprendre la physiologie encore une fois. Donc, on a un œuf fécondé qui va se mettre à migrer. Donc, la fécondation en général, c'est dans la trompe. Et donc cet œuf fécondé va se mettre à se diviser et à migrer dans la cavité utérine et s'implanter dans l'endomètre. La partie extérieure de l'œuf va commencer à produire l'HCG qu'on va commencer à pouvoir détecter en fait 9 jours après l'ovulation. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que même avant le retard des règles, on va avoir des tests qui vont pouvoir doser cet HCG. On peut trouver des tests qui peuvent réussir à détecter l'hormone jusqu'à 5 jours avant la date présumée des règles. Alors, il faut bien sûr avoir un test qui est assez performant avec une très 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 bonne sensibilité. Donc il faut regarder sur la notice du fabricant si c'est un test prévu pour. Et le mieux, c'est de le faire le matin, comme ça la concentration en HCG est la plus concentrée possible. Et là, on va avoir 2 cas de figure possibles. Soit on a un test qui est positif, et là, c'est vraisemblablement un vrai positif. Je précise toujours que c'est hors contexte particulier, hors contexte pathologique, hors contexte par exemple, de PMA, de procréation médicalement assistée. Alors, en gros, quand c'est en dehors de tout contexte particulier, on peut se dire que c'est a priori positif, effectivement positif. Et ces tests-là sont tellement performants dans le sens de valeur, s'ils sont positifs, qu'on n'est même pas obligé de reconfirmer par un prélèvement sanguin. Si on se base sur les recommandations de l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, dans le bilan de début de grossesse, il n'est pas prévu de faire un contrôle sanguin de l'HCG. Et puis deuxième cas de figure, si le test est négatif, soit il n'y a pas de grossesse, soit il a été fait trop tôt. Dans ce cas-là, il faut le renouveler quelques jours après. Donc là, en attendant bien de constater un éventuel retard de règles. Après, dans tous les cas, si vous avez des doutes, c'est toujours mieux de prendre un avis médical, bien entendu. J'ai pas mal de vidéos à venir ou que j'ai déjà postées sur toutes ces questions-là. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est d'avoir vos retours, si c'est des choses qui sont claires, si je ne suis pas trop technique, s'il y a des précisions à apporter. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!